Alors après je sais moi, mais je sais pas si c'est moi, j'ai l'impression que je suis floue sur la vidéo et que mes bibliothèques sont nettes. Je sais pas si c'est moi qui me fais des idées, c'est peut-être moi qui me fais qu'il y a des idées. Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour aller sur des gels du mois de mai. J'ai fini de lire un roman en mai, c'est plutôt bien. Et normalement là avec les beaux jours qui arrivent, normalement ça devrait aller mieux parce que généralement quand il fait de soleil, ça donne toujours du bien au moral et ça donne envie de lire. Comme je le disais à l'instant, si je suis floue, je suis désolée, je sais pas pourquoi mon écran a l'air de vouloir refuser de faire un focus. C'est bizarre. Donc c'est vrai que je vais faire en sorte que cette vidéo ne dure pas trop longtemps parce que là vous voyez pas la petite hécatombe que c'est. C'est horrible. En parlant de chronique, j'en ai, au moment où j'ai fait cette vidéo, j'en ai publié 3 et j'ai l'impression qu'elles n'ont pas été remarquées. Donc n'hésitez pas à me dire si vous les avez vues, passer ou pas. De toute façon, je vous ferai un message sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça pour voir parce que les lectures de gel me font généralement 10, 20, 38 quand c'est dans les bonnes périodes. Mais là, les chroniques que j'ai publiées, elles ont même pas fait 5 vues chacune, donc c'est un peu choquant pour le coup. Parce que d'habitude les chroniques, pareil, généralement une dizaine de vues, donc moi c'est bien ce que je fais sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire si vous les avez vues ou pas, parce que moi du coup je me pose quelques petites questions. Alors ce mois-ci, j'ai terminé Rocaille de Pauline Cidre aux éditions Silex. C'est un livre que j'ai pas là physiquement parce qu'évidemment il était sur ma liseuse. Et en fait, c'est vraiment un livre que j'ai vraiment adoré lire. J'ai vraiment trouvé ça vraiment sympa à lire. Ça fait partie de ce moment où on est vraiment bien dedans, qu'on veut savoir ce qui se passe, on veut savoir la vérité. C'est bien amené, mais évidemment, je vous ferai la chronique dans les prochains jours, ne vous en faites pas. Dans Rocaille, je vais juste un petit résumé pour ceux qui auraient oublié. On s'est réveillé en même temps que Jessil, qui est roi de la Rocaille. Et en fait, il est censé être mort, tout simplement. Il a été assassiné, en tout cas on soupçonne qu'il a été assassiné, c'est pas... il n'est pas mort d'une cause naturelle. Et en fait, c'est pas qui est son assassin et tout, et donc c'est un roi vert, donc son sang est vert et peut permettre de faire pousser plantes, arbres fruitiers, des légumes et tout, avec tout. Enfin, tout par le biais de son sang. Il n'a pas besoin de verser son sang, juste qu'il faut réussir à par sa volonté à faire apparaître tout ça. Donc c'est un sang qui est très convoité, vous l'aurez compris. Et donc il a été assassiné par qui, pourquoi, comment, on saura au fur et à mesure de l'histoire. Et c'est pas sa seule quête, parce que les seuls gens qui l'ont ramené à la vie veulent le remettre sur son trône, mais pas justement tout seul. Mais je vous expliquerai bien tout ça dans la chronique que je lui dédierai. En acquisition au mois de mai, je peux comprendre que je suis allée un peu loin pour le coup. Il y avait une boîte à livres que j'ai découverte grâce à côté de chez moi, grâce à un site en tapant boîte à livres. Parce que pour ceux qui auront loupé un petit épisode, la boîte à livres, Cuisine Commune a été, enfin dans la commune, je l'ai découverte pareil grâce à un site de boîte à livres, sauf qu'ils l'avaient enlevé lors du Covid et là ils l'ont remise, ça tombe bien. J'ai pu déposer des livres aussi. Beaucoup. Pourquoi il y avait personne sur le website Marketplace qui donnait un gros lot de livres, donc j'ai fait du tri. Donc ce que moi je lui spécialement, voilà, pas détaillé et tout, donc je fais un tri, je garde ce que je veux garder et je laisse ce que je veux retirer. Pas sûr d'en avoir trouvé dans cette boîte à livres là de ma commune qu'ils ont remise. Par contre celle de la commune voisine, il y en a eu pas mal aussi que j'en ai récupéré. Et évidemment ça fait trop de livres d'un coup. Mais je crois qu'on va commencer assez rapidement. Je vais surtout peut-être plus vous lire les résumés, pas trop dans le détail. Parce que sinon la vidéo on est jusqu'à demain parce que les pieds sont juste énormes, ça fait trop. Il n'y a qu'un seul achat neuf et c'est un achat France Loisirs. Et vous allez comprendre pourquoi après j'ai choisi celui-là et pas un autre. J'ai pas différencié ceux qu'il y avait dans le don, le gros don, dans le carton dont je vous ai parlé, ceux de la boîte à livres. J'ai mangé un peu tout, comment ça plus qu'en fait son bureau, je vois fifi ça. J'ai mon bureau et j'ai un petit meuble avec deux petits tiroirs à côté. Dans un des tiroirs, j'ai tout mis dedans et je les ai rangés pour pas trop que ça déborde. Donc c'est pour ça que je sais plus qui était dans quoi. Donc on commence avec Canyon Creek d'Alexis Aubenque, donc dans le désert, personne vous entendra hurler. De cette édition tout en noir. Alors j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de thrillers pour certains et de l'historique, c'est généralement ce qui ressort le plus. Canyon Creek, petite ville tranquille de l'ouest américain qui tire son nom du canyon qui l'aborde. Est en proie à une succession de crimes de jeunes filles latino-américaines. Le sergent Susie McNeil est persuadé qu'il s'agit d'un tueur en série. Contrairement au chef de la police locale qui n'y voit aucune simple coïncidence statistique. À l'aide du lieutenant Jack Spencer, elle est prête à dépasser les limites du règlement pour prouver ses théories et arrêter le détraqué qui séduit dans sa ville. Mais c'est un but
qui sera difficile à atteindre alors que revient dans sa vie Dale Turner, un homme qui a au passé mystérieux. Tout juste sorti du coma, amnésique après un accident étrange survenu un mois plus tôt. J'aime beaucoup ce genre de petite histoire, vous savez, ça j'en avais parlé, tous les livres, pour la plupart, j'en ai parlé un petit peu sur en live sur ma chaîne Twitch pour ceux qui veulent savoir. Et en fait, ce que je dis, c'est vraiment le fait qu'on cible que ce soit généralement des femmes latino-américaines qui sont souvent, je veux dire, c'est vrai qu'on va beaucoup s'intéresser, après ça a un ressenti personnel, au meurtre de femmes blanches, en tout cas aux États-Unis, le meurtre de femmes blanches, on va plus s'intéresser que des femmes afro-américaines, etc. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis le fait que ce mec est amnésique, on se dit c'est peut-être lui finalement qui est responsable, etc. Je trouve ça assez intéressant, c'est un petit thriller qui est assez épais quand même pour le coup, qui fait un peu, je crois un peu plus de 500 pages de mémoire, 552 pages. Donc on verra bien, et si je veux que ce soit dans le désert américain, sur le coup c'est vachement un peu plus qu'intéressant. 15 millions pour un fantôme de Jean-François Ménard aux éditions L'École des loisirs. Alors je sais pas si c'est vraiment enfin, souvent L'École des loisirs fait des versions abrégées des romans qu'ils déposent, enfin qu'ils font pardon, qu'ils publient. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que par exemple j'arrête d'avoir trouvé une édition à la médiathèque quand j'ai encore de Contes de fantômes, Histoire de fantômes de Charles Dickens, c'est donc une version abrégée. Parce qu'en fait là je sais parce que c'est pas indiqué à l'intérieur. Et en fait là c'était trop dans une boîte. Je comprends pas pourquoi la boîte où je l'ai trouvé ils mettaient des petits V ici. Et justement alors si c'est les codes barres et tout ce qu'il y avait en dessous là, je vous les résume. Lorsque le père de Valdo et Mirabel a entendu la lecture du testament de l'oncle Fernand, il a failli avoir une attaque. Non seulement son bon à rien de beau-frère qui de son... attendez. Non seulement son bon à rien de beau-frère qui, de son vivant, lui empruntait sans cesse de l'argent pour le dépenser à la roulette, avait réussi à amasser 15 millions et en plus il a essayé d'en faire hériter ses neveux. Pour toucher cette fortune, Valdo et Mirabel doivent remplir les conditions secrètes. La dernière volonté de leur oncle est de punir une certaine Catriona Gregor, qu'il a envoyée en prison autrefois en lui faisant croire que son fantôme est revenu la hanter. Valdo et Mirabel ont un mois pour faire exister le spectre de leur oncle. Mais premièrement, Catriona Gregor est une femme solide comme un roc et semble n'avoir peur de rien. Deuxièmement, il y a un squelette dans son grenier. Troisièmement, Valdo et Mirabel commencent à avoir des raisons de croire aux fantômes. Ça peut être rigolo. Puis ça fait vraiment un petit truc jeunesse, donc c'est vraiment cool à voir. Alors je suis allée déposer des livres en boîte à livres et je trouvais celui-là très court. Donc j'ai trouvé L'encre et le sang de Franck Tillier et Laurent Scales, je sais pas comment ça se prononce, en édition Pocket. J'ai déjà lu une nouvelle de Franck Tillier sur ma liseuse il y a quelques temps, enfin quelques années plus tôt. Tout petit, il fait même pas 100 pages, ouais, 120 pages, un peu plus, il est tout petit. Donc je sais, on sait entre deux gros romans, c'est pas les trucs qu'il faut. Au fond d'un vieux garage au Conguet, elle est là, elle attend. La machine. Il suffit de taper et tout s'écrira. Dans la réalité. Très vite, l'écrivain William Sagnier comprend qu'il tient à l'instrument de sa vengeance. La femme qui l'a trompé, l'homme qui lui a volé son livre, tous ceux qui l'ont humilié, utilisé, détruit sont punis à leur tour. La vie, la mort, la toute-puissance au bout des doigts, là où se mélange l'encre et le sang. Ça c'est bien ça. Faut avoir une imagination pour ces jours. Oui, viens dire bonjour. Antoinette, dis bonjour. Dis bonjour. Pas envie. Antoinette n'est pas fait pour être youtubeuse. Oui, ça s'appelle la rouge de caméra, ma chérie. Alors là, c'est un gros pavé. La Florentine de Juliette Benzoni, Flora et la Vengeance. Il y a quelques années, je vous avais présenté le tome 4. J'ai déposé dans une boîte à livres. Parce que je me dis, si je trouve plutôt dans ce format-là, en poche, c'est beaucoup mieux. Donc c'est une quadrilogie, de ce que j'ai compris. Et dans celui-ci, il y a les deux premiers tomes. C'est là, vous voyez Antoinette qui est derrière. Il y a les deux premiers tomes de... Bah justement, la Florentine, c'est une quadrilogie. Et dans celui-ci, il y a le tome 1 et 2, donc Fiora le Magnifique et Fiora le Téméraire. Je sais que les deux, c'est il y a Fiora et le Roi de France et je sais plus trop quoi. Donc là, Fiora et la Vengeance, donc c'est les deux premiers tomes. Au début, je pensais que c'était que le premier parce qu'il n'y a qu'une seule couronne, je me suis dit que c'était le premier tome, mais non. Bourgogne, en 1457. De passage à Dijon, Francesco Beltrami, riche marchand florentin, assiste à l'exécution de deux jeunes amants accusés d'inceste. Bouleversé, Beltrami sauve l'enfant de ses amours légitimes, Fiora. La jeune fille d'une inégalable beauté, connaîtra dans la force de Lorenzo de Medici
la douceur de la vie de palais, mais aussi de cruels revers de fortune lorsque le maître père adoptif la jetera sur les rangs. Donc en plus c'est à l'époque de Lorenzo de Medici, donc Laurent de Médicis, pour ceux qui verront le prénom français, son nom est Il Magnifico, donc le magnifique. C'est dans les années milieu du 15e, 1450 dans ces eaux-là. Bah ça colle, 1450, voilà, on est plus 1470 pour le coup peut-être. J'ai trouvé ce beau roman de Marcel Pagnol, donc La gloire de mon père, une très belle édition François Lazier. Je n'ai plus le résumé en tête, mais je sais que ce sont des souvenirs, enfin c'est une sorte d'autobiographie de Marcel Pagnol dans sa jeunesse. Enfin je crois que c'est lié à ça, il y a sa province natale de mémoire. Là c'est sur François Lazier, il est très beau. François Lazier c'est su faire de très belles éditions. Oui, c'est de sa série de la Souvenir d'enfance. Alors il y a les 2 tomes. J'ai cru qu'il y avait que La gloire de mon père, mais il y a aussi dedans. Au début je pensais que c'est beaucoup La gloire de mon père parce que c'est marqué La gloire de mon père, mais il y a aussi apparemment le 2e tome de sa série, justement Souvenir d'enfance, qui est le château de ma mère. Pagnol, j'ai pas lu, ça fait partie de ce auteur français que j'aimerais vraiment découvrir. Et je suis juste une aparté vie privée. L'année prochaine, j'ai l'intention pour l'année 2021-2022 de passer le DAU, diplôme d'accès universitaire. C'est quelqu'un qui en avait parlé l'année dernière, lors du premier confinement. C'est un équivalent baccalauréat et qu'on peut passer à distance. Donc ça, c'est un truc cool. Et je me suis dit, oh j'en ai marre, c'est aussi là, de pouvoir le fait d'intéresser, donc je vais passer le DAU. L'attention parce que le dossier de prescription, il faut que je l'envoie, il faut que je fasse et que je l'envoie. Si je suis inscrite et que je peux le passer, le DAU-A, c'est équivalent à mon bac L parce qu'il y a eu la réforme des bacs, etc. Mais en tout cas, je voulais m'intéresser vraiment aux auteurs un peu plus français, donc voilà. Puis vu que c'est une belle édition, ça donne encore plus envie. 13 jours de Roxane Gay aux éditions de Noël. Dans leur collection et de Noël et d'ailleurs. La couverture est très belle, c'est comme si l'acheteur des librairies, il est pas du tout. Et ça, franchement, il y a des gens qui en prennent soin, qu'on veut les trouver dans des boîtes à livres, et ça c'est cool. Fille de l'un des hommes les plus riches d'Haïti, Mireille Duval Jamson mène une vie confortable aux États-Unis. Mais alors qu'elle est en vacances à Port-au-Prince avec son mari Michael et leur bébé Christophe, Mireille est kidnappée. Ses ravisseurs réclament $1 million à son père, pour autant ce dernier refuse de payer la rançon. Convaincue que toutes les femmes de la famille seraient alors enlevées les unes après les autres. Pendant 13 jours, Mireille vit un cauchemar. Son ravisseur, dit le commandant, est une cruauté sans nom. Comment survivre dans de telles conditions et, une fois libérée, comment surmonter le traumatisme par de faux père et recréer de l'intimité avec son mari. Donc vraiment à voir. Donc c'est un roman à base qui est en anglais, donc ça c'est un petit plus. Il est pas mal, en tout cas le résumé me tombe beaucoup, on verra ce que ça donne. Comme je dis, je fais vite. La musique dans la société antillaise 1635 à 1902. Donc Martinique et Guadeloupe de Jacqueline Rosemain aux éditions Lamartine. Voici enfin établie la première histoire de la musique aux Antilles. Aucun décret de musicologie moderne n'a jusqu'à ce jour été consacré à cette partie du monde. La musique est ici envisagée comme un des modes d'expression de la vie sociale et en réalité toute l'histoire de la société antillaise qui vous est relatée à travers les bals, les carnavals, représentations du théâtre lyrique, les fêtes civiques et religieuses. En écoutant ces chants et en assistant aux danses, tant les esclaves que les hommes libres, aussi bien à la ville que dans les campagnes, ce sont les hommes des Indes occidentales que l'on va vivre des débuts de la colonisation jusqu'à ce siècle dans les relations avec la société, avec le temps, avec les pouvoirs politiques et l'Église. Apparemment, ce que j'ai compris venant de la part de Jacqueline Rosemain, a un parcours justement dans la musique. Elle a étudié le piano, elle est lauréate à l'école supérieure municipale de musique et enseigne le piano depuis 1952. Elle enseigne également la musique dans les lycées et collèges de la Guadeloupe depuis la même date. Lauréate au conservatoire national de région de Versailles, section psychologie en 1971. Donc ça c'est cool de savoir qu'elle a déjà un parcours dedans, c'est déjà top. Donc c'est une vieille édition, je l'aurais très vite compris. Qui doit dater des années 80, de mémoire 86. Donc au moins c'est top, mais bon, ça a peut-être évolué depuis, mais c'est une bonne base quand vous aimez la musique. Toujours en parlant de musique, la musique en bandoulière de Daniel Cario aux éditions Coop Braise. Je sais pas comment je parle pas breton, je suis désolée pour nos amis bretons. Après le sonore des Halles, Daniel Cario poursuit sa grande saga des musiciens bretons au carrefour de la tradition et de la modernité. Le sonore de Bombard French Laridon, je sais pas si je prononce comme il faut, je suis désolée, a eu un fils que sa condition misérable ne lui permet pas d'élever. En grandissant, Yves rejettera toutes les histoires de son père pouvaient véhiculer d'archaïque. Sa musique en particulier, celle des couples de sonneurs courant le cachet dans les fêtes rurales. Et Yves a choisi l'accordéon, la boîte du diable, l'instrument qui a le vent en poupe en ce début du XXe siècle, comme tous ceux de sa génération,
le retour du tranché. Il est avide de modernité, perméable au changement. Les années folles le verront courir les dancing à la mode de l'Orient. Port-Louis, ville ouvrière en pleine expansion, avec leur lot de bouges malfamés. La jazz band Div jouera ses polkas, mazurka, tango et les danses. Alors, je suis désolée encore une fois, un livre breton. Coffre à coffre, ventre à ventre, pour des patères de marins en goguette. Pourtant, un certain renouveau du folklore breton se dessine. Importation des bagpipes, je sais pas comment on dit. Premier Bagadou, association culturelle et militante politique. Cet arrière-plan accompagnera l'île d'Arido au-delà de la guerre suivante où l'occupation laissera de cruelles cicatrices. Donc voilà, le roman il a l'air vachement neuf pour le coup. Et même d'ailleurs quand on voit le résumé, le livre a l'air assez récent. Bah oui, quand on voit par rapport au livre précédent, ça a peu rien à voir. Mais en tout cas le livre il est assez récent et en assez bonne état pour le coup. Pareil quand vous aimez vraiment la musique et que vous avez vraiment voulu vraiment connaître vraiment cette espèce d'entre-deux au niveau début du 20e. Donc ça va vraiment être intéressant. Moi j'ai vraiment hâte, je pense que c'est pas une lecture assez sympathique. C'est un roman qui fait à peine 300 pages, j'ai mémoire un peu, plus de 400 plutôt. Et c'est écrit assez gros pour un grand format, donc je pense qu'un petit livre cool comme ça cet été ça peut être top. Je vais sans doute voir mes parents en août et vu que je suis sans doute prendre le train, bah ça sera un livre, ce sera un livre ça pas à lire dans le train. Une couleur et l'affaire Livius de Jens-Jörg Schneider, je sais pas si je prononce comme il faut. Donc aux éditions Le Verger éditeur dans la collection des 4 Renan. Donc c'est un policier. C'est pas en fait je suis présente un livre de cette maison d'édition. Je vous l'avais déjà présenté un livre de cette maison d'édition et ses collections avec Sherlock Holmes et le mystère du Mauer-Königsbourg. Donc ici en fait, le corps d'un homme est découvert le jour de l'an dans un jardin des faubourgs de Bâle, dans un territoire sous juridiction française. Le mort a été abattu mais a été suspendu à un croc-boucher au solive de son cabanon de jardin, comme un quartier de viande. Les indices mènent le commissaire Peter Henkeler en Alsace après un début d'enquête dans la vallée de l'Emmental. Ce meurtre va devenir une affaire très sensible, plus destinée aux historiens qu'à la police. Le commissaire Henkeler est un personnage célèbre en Suisse et en Allemagne. Ses enquêtes figurent régulièrement dans les listes des best-sellers outre-Rhin. Henkeler et l'affaire Livius a été portée à l'écran par Stefan Jäger avec Matthias Gneininger dans le rôle de l'inspecteur Henkeler. C'est la première fois que Jens-Jörg Schneider est traduit en français. S'il y a un film, ça me donne forcément encore plus avec le gars, tout simplement. Voilà, il fait un peu moins de 300 pages. Et s'il y a un film, j'essaie de me le trouver aussi. J'ai vraiment hâte, parce que ça me plaît beaucoup. Et surtout, comme on disait, ça se passe en Alsace. Là où je suis actuellement, La Bourbonnaise de Catherine Emerveille. C'est aux éditions Le Livre de Poche. Je vais pas la résumer parce que pour vous la faire courte, il s'agit d'un roman qui va parler, un roman historique pour le coup, qui va parler de Jeanne Bécu. Qui va devenir Jeanne du Barry, la comtesse du Barry, la dernière maîtresse officielle de Louis XV. Pour information. Donc voilà, ça va vraiment traiter là-dessus, de l'avant, la rencontre, enfin, légèrement avant, je pense que je comprends, la rencontre avec Louis XV et le fait qu'elle soit devenue la dernière maîtresse de France jusqu'à, je crois, la mort de Louis XV, à peu près. Et là, ce roman historique, ça peut vraiment me plaire. J'ai découvert la Madame du Barry, en tout cas la comtesse du Barry, grâce à La Rose de Versailles, qui est le manga qui est caché par les pop de Ryoko Ikeda et dont l'anime s'appelle donc Lady Oscar, parce qu'elle a pour le début de la série. Et j'ai également vu le secret d'histoire sur Jeanne du Barry, donc là, un roman de plus pour justement avoir une nouvelle vision de cette femme. Nous les hommes de Gilles Le Gardinier, c'est donc un thriller. Gilles Le Gardinier, j'ai déjà entendu, vu même, sûrement ça c'est les couvertures avec les chats sur les couvertures, j'ai plus le nom, je suis désolée. Mais là c'est un thriller pour le coup, donc Gilles Le Gardinier, oui je voulais vraiment découvrir, et là je l'ai découvert peut-être autre chose qu'avec cette série, c'est avec les chats, là j'ai oublié le nom. Donc voilà. Dans un grand hôpital d'Édimbourg, le docteur Scott Kinross et la généticienne Jenny Cooper travaillent sur la maladie d'Alzheimer, alors que le mal progresse à un rythme inquiétant, frappant des sujets toujours plus nombreux, toujours plus jeunes. Leurs conclusions sont effrayantes. Si ce fléau l'emporte, tout ce qui fait de nous êtres humains disparaîtra. Dans un monde où les intérêts financiers règnent en despote, où le début d'une guerre silencieuse dont Kinross et Cooper ne sont pas les seuls à avoir trois enjeux, face au plus grand danger de notre espèce est connu, l'ultime course contre la montre a commencé. Ça peut vraiment être intéressant justement de voir un autre envers de la maladie d'Alzheimer.
J'ai déjà côtoyé des gens en ayant étant atteint de la maladie. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Justement, c'est quoi ce que il faut genre trouver un... Alors avant, il faut aussi trouver un remède au fait que la maladie d'Alzheimer touche tout le monde. Ça peut être intéressant à voir ce que ça donne. Tous pareil de Danny Wallace, association Pocket. Il y a beaucoup de Pocket, hein, je trouve, ici. Hein. Tom ne s'est pas fait plaquer. Non. Je t'ai pas quitté, mais je suis partie. Ne change rien à tes habitudes, je t'aime toujours. Partie, mais où? Pourquoi? Faut-il espérer qu'elle revienne? À ces questions, l'entourage de sa petite amie Hayley n'a pas de réponse. Alors Tom enquête. Il découvre un mystérieux groupe de coaching où la méthode consiste à suivre des inconnus, s'approprier leur goût, leur vie, qui est original, qui ne l'est pas, qui est-on, et derrière qui Tom compte-t-il au juste. Donc ça peut être assez intéressant. Je sais quoi, Tom me plaisait beaucoup, voilà, j'ai pas cherché plus que ça, donc on va bien voir ce que ça donne, quoi. Le petit juge de Jean-Michel Lambert, aux éditions Livre de Poche, comme vous avez remarqué avec les couvertures, c'est une vieille édition. Jean-Michel Lambert, donc c'est vraiment marqué dans la film, mais c'est pas dit explicitement, en tout cas c'est dit. C'est le juge qui va notamment, juge d'instruction, juge tout court. Il juge, et donc c'est le juge d'instruction, je crois en plus, qui a notamment... et on a beaucoup entendu parler de lui, c'est parce que c'est beaucoup lui qui a... C'est pas dit derrière, mais en tout cas on comprend. C'est pas dit explicitement, on comprend que c'était notamment lui qui a notamment dirigé l'affaire du petit Grégory. Vous savez, ce petit enfant de 4 ans et demi. Ouais, 4 ans et demi, ce petit enfant qui a été retrouvé dans une rivière couvert, enfin et tout, qui est décédé. Que les parents se sont déchirés, enfin, et même encore l'affaire a été rouverte, je crois, là, il y a 2 ans, je crois même. Il y a même eu un corbeau, etc., qui harcelait les parents à un moment, donc... Et en fait, Jean-Michel Lambert, là-dedans, bah, c'est vraiment son récit, enfin... C'est lui-même qui l'a écrit, donc justement, c'est vraiment son point de vue sur l'affaire du petit Grégory. On va bien... Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir le point de vue de Jean-Michel Lambert sur l'affaire du petit Grégory, même si je crois qu'il est décédé, ça c'est sûr. Mais je sais plus s'il est mort de cause naturelle ou je sais plus s'il est mort de cause naturelle ou s'il s'est pendu. S'il s'est suicidé, je sais plus du tout laquelle des deux versions. Parce que je crois que le poids du fardeau de l'affaire Grégory était trop sur ses épaules et je sais plus s'il est mort de cause naturelle suite à un cancer ou s'il s'est pendu. Enfin, je crois que c'est l'un des deux. La disparition de Collington Park de Minette Walters. Alors, c'est un Pocket, en tout cas en Pocket, je trouve qu'il y a beaucoup de thrillers ici. Mais je pense que ça peut être. Je pense que j'ai envie de m'intéresser, ça peut être intéressant aussi. Brillant anthropologue spécialiste des erreurs judiciaires, Jonathan Hughes est confronté à une affaire complexe. Il y a plus de 30 ans, dans la petite ville de Bournemouth, dans le Dorset, un jeune marginal a été accusé du meurtre de sa grand-mère. Incapable de prouver son innocence, le pauvre garçon a fini par se pendre dans sa cellule. Épaulé par la conseillère municipale qui attire son attention sur cette affaire, le scientifique ne tarde pas à faire le rapprochement avec un autre fait divers tout aussi sordide. Le viol à la même date dans le jardin de Collington Park, une adolescente de 13 ans par 3 jeunes en état d'ébriété. Bien décidé à résoudre cette double énigme, Jonathan et son acolyte vont déterrer un secret fort et répercussions. Est-ce que les deux affaires seront liées ou pas? Je crois que c'est le but de l'histoire. Alors là, je crois que je vais pas trop en parler parce que normalement vous êtes censé connaître Da Vinci Code de Dan Brown. J'ai vu le film, j'ai pas lu le livre et si je me dis, ce serait peut-être que je le lise au moins une fois pour vraiment peut-être avoir des dessous que moi j'ai pas du roman. Parce que souvent, je l'ai beaucoup vu, notamment avec Inferno de Dan Brown. J'ai lu le roman, enfin j'ai écouté le roman avant d'avoir vu le film. C'est très poussé la réflexion dedans. Même pas pour Angers Démon, j'ai vu le film et j'ai pas lu le roman. Si je le trouve Angers Démon, je me le procure aussi. Mais souvent, les romans de Dan Brown sont très poussés dans tout ça. Voilà, c'est-à-dire que pour arriver à la finalité, il y a tout un encodage qui se fait d'énigmes et tout, c'est très poussé. C'est pour ça que j'ai vraiment lire le roman et peut-être me refaire le film pour vraiment, je pense, avoir un tout autre avis. J'ai vu qu'il y avait les 2 tomes, je me suis dit, je prends que le premier, je prends les 2. Vous me connaissez, si je prends le tome 1 et que je prends pas le tome 2, je vais regretter parce que là c'est dans une boîte à livres. Je vais donc regretter parce que sinon je le trouverai pas, je sais pas pour combien de temps je vais le trouver avant la suite. Donc c'est Jamais sans ma fille de Betty Mahmoudi, donc le tome 1 et le tome 2. Quand je l'avais présenté sur Twitch, il y avait une personne, je l'ai juste présenté comme ça, comme je le présente actuellement. Elle me dit, t'as pas l'impression que la couverture fait un peu polémique? Moi je trouve pas. Je dis je le dis même en live, la personne dit ça fait pas un peu polémique la couverture? Je dis non, parce qu'en fait la couverture reflète bien le principe de l'ouvrage. Je vais juste vous lire le résumé du premier parce que le 2 vous allez comprendre, c'est juste la suite. 13 août 1984, dans l'avion qui l'emmène à Téhéran avec son mari d'origine iranienne et sa fille pour 15 jours de vacances, Betty a le sentiment d'avoir commis une erreur irréparable. Quelques jours plus tard, son existence bascule dans le cauchemar, le verdict tombe.
Tu ne quitteras jamais l'Iran. Tu y resteras jusqu'à ta mort. Au propre pouvoir insondable du fanatisme religieux, son mari se transforme en geôlier. Elle a désormais que d'objectif rentrer chez elle aux États-Unis avec sa fille, quitter ce pays déchiré par la guerre et les outrances archaïques. Ce monde incohérent où la femme n'existe pas. Pour conquérir sa liberté, Betty mènera 2 ans de lutte incessante. Humiliation, séquestration, chantage, violence physique et morale, rien ne lui sera échappé. Donc ça c'est pour Prétol. Et le tome 2 en fait c'est justement Betty Memoli va réussir à retourner aux États-Unis avec sa fille. Et elle parle justement comment elle est arrivée à écrire ce roman qui a été adapté en film en plus de mémoire si j'ai bien compris. Et donc aussi elle va expliquer comment elle va aider d'autres gens par la suite qui sont dans le même cas qu'elle. L'effet de société, je trouve que c'est le livre, comme je dis, l'histoire se passe dans les années, le milieu des années 80. Mais je crois que c'est encore un peu d'actualité. Après, c'est vraiment un point de vue qui est le mien. Alors, on va passer maintenant à la Volte des Vertugadins de Robert Merle. C'est donc en fait le 4e ou 5e tome de La Fortune de France, la série La Fortune de France. Je l'ai su en regardant sur les valides pour l'ajouter à ma palle. Et ouais, je crois que c'est le 4e ou 5e tome de mémoire. Alors, j'ai pas trop le résumé parce qu'en effet, sinon ça risque de spoiler pas mal. En fait, ça va se passer durant les guerres de religion. Voilà, il y a donc ça c'est le tome 3 et donc il y a le tome 1 en nos vertes années, Fortune de France, nos pertes années, Paris, ma belle ville, le prince que voilà et la violente amour, la pique du jour. Donc voilà, j'aime beaucoup la couverture qui fait très doré, qui a vraiment une espèce de doré un peu bizarre avec le en fond. Je vais pas vous lire le résumé comme je viens de le dire parce qu'en fait on est bien sur les guerres de religion. Et je préfère avoir lu les 3 tomes avant de vous en parler davantage. Et là pour moi c'est plus la plus proche du cas de Henri IV de ce que j'ai compris. Verlaine, Fête galante et autres poèmes. Et il y a les écrits sur Rimbaud, présentation par Jean Godon aux éditions Flammarion. Et là évidemment ce sont des textes intégrales. Donc Verlaine, je connais pas trop ses poèmes, je suis pas très poème à la base. Mais comme j'ai dit, étant donné que j'ai l'intention de passer un DEU dans le domaine du littéraire, donc je crois que c'est littérature et lettres humaines ou sciences humaines, je sais pas trop quoi, donc c'est intéressant je pense de s'ouvrir à plein d'autres choses. Donc voilà. J'ai hâte de découvrir un peu Verlaine, parce que pareil, c'est comme Pagnol que je disais tout à l'heure, c'est partie de ces auteurs français qu'on connaît mais que je n'ai jamais lu tout simplement. Alors là, j'ai juste vite fait faire une parenthèse aussi, la vidéo va durer 3 heures. En fait, récemment, j'ai commencé à préparer des livres sur un sujet des livres, justement. Là, je l'ai fait actuellement qui est sur les Assassin's Creed, mais j'ai l'intention d'en faire d'autres plus tard. J'ai commencé à préparer sur la guerre de Vendée, et je me suis souvenu il y a quelques jours, même un peu plus, début mai, quand j'ai relu à peu près ce que j'avais déjà écrit pour voir s'il manquait des trucs. Et en fait, je me suis rendu compte que sur les os, j'avais 93 de Victor Hugo. Et je me suis dit, ça serait bien que justement, faut que je pense à l'ajouter, mais il faut que je trouve en effet une version de papier, c'est beaucoup plus. Pour le coup, c'est beaucoup plus percutant de vous présenter en format papier qu'en format sur la liseuse. Et la personne à qui j'ai récupéré le carton de livre, et bah devinez quoi, 93 de Victor Hugo. Donc là, c'est le texte intégral plus les clés de l'œuvre, donc aussi Pocket. Alors le roman, les clés de l'œuvre, je verrai plus tard ce que ça vaut, tout simplement. Sinon, le roman il fait tout ça. C'est un truc vraiment qui est assez épais. C'est vrai que sur une liseuse, on se rend pas forcément. Quand il y a tant de pages, on se rend pas compte. Là, le roman lui-même fait 437 pages. Et évidemment, chez Pocket, on fait pas semblant, en tout cas un peu petit. Et donc, les clés de l'œuvre, il y a donc au fil 2 grandes thématiques dans les clés de l'œuvre, puis du texte et dossier historique et littéraire. Donc, c'est ce qui fait qu'en gros, 438, on arrive à 605. Ouais, à peu près 170 pages. Donc, c'est déjà. C'est un beau mastodonte, ça c'est vraiment, voilà, comme je disais, à part de ça, il y a peut-être des matières, donc j'en parle même pas. Mais en effet, 93 de Victor Hugo, pour les cartes de Vendée, ça tombe bien parce que justement je voulais le présenter parce que, comme j'ai dit en live, je crois que c'est bien, je sais plus si je suis dans live sur quand je vous en ai parlé, sur Twitch évidemment, j'avais dit que je l'avais vu grâce au L'ombre d'un doute sur les cartes de Vendée par Clémentine Cartier-Pottenbach. Alors je prononce très bien son famille, j'en suis désolée. Elle en avait parlé et elle disait que le père de Victor Hugo faisait partie de l'armée républicaine et que c'est la vendéenne. Ah, Victor Hugo. Mon seul achat du mois de mai, La Domptée. Le roman de la papesse Jeanne de Donacross. Apparemment, il est sorti récemment dans le catalogue France Loisirs. J'ai eu grave peur. Pourquoi ? Le paquet en haut, en tout cas, du roman, c'est-à-dire que le carton était plus grand que le roman. Et donc, en haut, je l'avais partagé sur Discord. Pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, le carton est arrivé en haut, en grande partie défoncé. On me dit, ah, c'est quelqu'un qui a dû forcer dans la boîte. Non, pas du tout.
Il est arrivé totalement défoncé, le carton, et j'ai mis sur Discord, je priais de toutes mes forces, je prie le Seigneur que le bouquin n'a rien. Et alléluia, le bouquin n'a rien, il a juste un peu, je sais pas si c'est dû à l'humidité ou quoi, mais il a légèrement gondolé ici, ça se voit même plus d'ailleurs, c'est un petit peu là. Juste ici, mais le bouquin dans l'ensemble, quand on regarde là comme ça, on a l'impression qu'il n'y a rien fait dans la majorité, il a rien. J'ai juste aplati pour avoir vraiment fait, de toute façon, dans le livre, je pense que ça se réaplatir à nouveau. Donc j'ai vraiment de la chance, à moins que ça soit le papier qui est comme ça, j'en sais rien. Mais en effet, ça donne vraiment l'impression que j'ai vraiment du bol que le bouquin n'a rien. Le livre est le livre a été il y a longtemps, de ce que j'ai vu la première fois. Il a été édité, je crois, 2 années. Voilà, l'édition originale de cet ouvrage est apparue en septembre 1996 chez Crumb Publishing Group New York. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en effet, apparemment, en fait, c'est plus un roman historique de ce que j'ai vu, mais basé apparemment sur une sorte de mythe. Je vous mettrai dans le petit i la vidéo de Charlie Danger, donc des revues du monde, sur la papesse Jeanne, et qui en avait très bien parlé aussi. Et alors, si je la retrouve et si elle a vraiment existé, si cette vidéo a réellement existé, oh, je vais y arriver. Si cette vidéo est réellement sortie elle aussi, je crois que de Charlie Danger, oui, on a parlé de la papesse Jeanne et même très bien. Mais de David, je crois qu'il en avait parlé une fois, mais je sais plus trop aussi. En fait, c'est a eu lieu en 1800, les années 1800, début des années 1800, où en fait, une femme, Jeanne, a réussi à devenir papesse et donc est montée sur le trône de Saint-Pierre. Apparemment, on ne sait pas si c'est. Donc là, elle s'est fait passer pour un homme, tout simplement. Comment dire, la supercherie a été découverte quand le pape a accouché en public, donc c'est pour là qu'on va parler de papesse Jeanne. Beaucoup vont dire que c'est un mythe, qu'elle a jamais existé, et que certains vont dire peut-être qu'elle a existé, mais qu'ils ont préféré étouffer l'affaire, parce qu'une femme qui monte sur le trône de Saint-Pierre à l'époque, c'est pas bien vu. Voilà, c'est vraiment des hommes qui sont censés monter sur le trône de Saint-Pierre et devenir pape pour le coup. J'aime bien ces derniers petits paragraphes là, c'est donc après plus de 400 ans dans lesquels on nie son existence, la papesse Jeanne veille aujourd'hui dans les registres du Vatican. C'est surprenant parcours ponctué d'aventures, d'amour, d'intrigues et de rebondissements de cette héroïne indépendante et résolument moderne que retrace ce habitant roman. Ou quand la réalité n'a rien enlevé de la fiction. Et en fait, il y en a qui vont dire qu'elle a jamais existé. D'autres vont dire c'est juste une invention ou quoi. En fait, on sait pas trop. Je crois qu'on n'a jamais eu de réelle confirmation qu'il y a vraiment une papesse sur le trône de Saint-Pierre, mais on verra bien. Et c'est pour ça que le livre me tentait beaucoup. La couverture, je la trouve juste divine. Il a été édité dans nos éditions avant en France, mais je trouve que celle-là, c'est la plus belle couverture que j'ai pu voir. Actuellement, pour ce roman de mémoire, mais en tout cas, elle est vraiment. On a terminé les acquisitions. Je crois que la vidéo va dire, je sais pas, une bonne demi-heure en tout. Je crois facilement 3/4 d'heure avec tous les romans. Mais je pense que si je coche, je dois être pas loin des 35 minutes, 40 minutes en tout. Et encore, je vous ai pas présenté les lectures que j'ai l'intention de faire au mois de juin. Carve their names in the wall of the temple. Alors, je pense qu'avec les bons jours, vous avez compris, j'ai eu réellement envie de le lire. Et donc, c'est vraiment l'attention de Lucas. Sur ma liste, j'ai l'intention de continuer les romans pour le PLIB. Donc, vous les découvrirez au fur et à mesure avec les chroniques. Mais là, je sais pas encore lequel j'ai l'intention de continuer. Et de toute façon, il y a des livres, il y a 3 des 5 finalistes. Non, 2 des 5 finalistes, je ne dois procurer en papier. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Je vais essayer d'attendre juillet-août pour me les procurer et les lire facilement peut-être en août-septembre ou en septembre, en tout cas pour moi les présenter. Mais là, il y en a 1, 2, 3 qu'il faut que je termine. J'ai commencé que je termine et 2 que je vais commencer là. Qui sont aussi de l'historique, donc on va être très rapidement. Les 3 que j'ai commencé, je vous ai déjà présenté. Donc il y a les Bosquets de Versailles de Thomas, le Crêpe de Lancelade par Annie Pietri, voilà, aux éditions Bayard Jeunesse, donc j'en suis à peu près facilement un quart. Le roi refuse une enquête officielle dirigée par la chef de sa police qui choisit à faire appel à son filleul, lui Alexandre Mouton. Et il sera pas tout seul à enquêter. Parce qu'il rencontre Adélie, une artiste peintre aussi douée que ravissante, entre versets et pareils, conjuguant les deux talents, tous sont très clémentriers. Donc j'ai vraiment que ce poste-là actuellement j'aime bien. Parce qu'en plus de ça, c'est écrit méga gros, donc ça ira normalement très vite et on verra bien ce que ça donne. Le tome 2 des 13 crânes de cristal d'Anche Mao en auto-édition. Là j'en suis à un bon tiers du roman. Donc on va suivre Catel Loro qui se retrouve je vous mettrai de toute façon ma chronique du tome 1, je pense que ce sera beaucoup plus simple pour vous résumer. Parce qu'actuellement je sais pas que la vidéo dure 10 millions non plus.
Mais actuellement, j'avance doucement mais sûrement. Et là, vraiment, je suis à la moitié, j'ai mal terminé parce que là aussi, j'aime tellement parler que je n'ai pas envie de terminer. Mais faut que je termine, sinon ça va traîner encore longtemps et ça me saoule de vous les représenter un milliard de fois sur la chaîne. The Empire of Corpses de Project Ito et Anjo aux éditions Picard Roman dans la collection. Les deux autres romans que j'ai l'intention de lire, c'est de l'historique. Le premier, c'est Le Dernier Bain de Gaël Robert aux éditions Françoisir. Françoisir, c'est ma cam pour l'historique, je pense qu'on l'a très vite compris. Donc là, c'est un roman historique, c'est basé sur le meurtre de Marat par Charles Corday. En fait, beaucoup de gens voulaient la mort de Marat, et là, on va suivre en tout, je crois, 6 personnages, et justement, tous sont en lien avec Marat. Et donc voilà, c'est sur 3 jours, et donc moi j'ai bien de voir ce que ça va donner, parce que voilà, Charles Corday, je crois qu'elle a vu de Normandie, c'était très rapide jusqu'à l'assassinat de Marat. Mais en tout cas, non, c'est un roman historique basé justement sur l'assassinat de Marat par Charles Corday. A voir ce que ça donne, il a pas l'air si épais que ça. Le livre est très simpliste en lui-même. Mais de toute façon, je vous en parlerai très vite. Donc si, sincèrement, je voulais le lire. Et voilà, je suis en profiter avec les jours qui reviennent. Mousseline sérieuse par Sylvie Hiver, donc aussi en Françoisir. Sylvie Hiver va revenir sur la vie de Marie-Thérèse Charlotte de France, surnommée appelée plus tard la duchesse d'Angoulême, qui est également surnommée Mousseline la sérieuse, par rapport à ses cheveux qui ressemblent à de la mousseline, qui était donc la fille de Marie-Antoinette, l'enfant aîné de Marie-Antoinette et de Louis XVI, voilà tout simplement. J'ai vu le secret d'histoire sur Marie-Thérèse, et donc là, avoir un roman vraiment qui va peut-être rentrer plus en profondeur, ça va vraiment être top. Je sais pas si c'est une biographie, ça va être une biographie ce que je fais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, après à voir, mais j'ai vraiment hâte de vous présenter aussi. From Victor Hugo to Dali, as well as Cocteau. Les lectures des dégels du mois de mai sont terminées. Je sais que là la vidéo sans cut, on est facilement à 3/4 d'heure, voire même plus. J'ai peur du résultat. Je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Là je vais aller la monter, mais j'espère. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu de certains de ces livres, ça peut vraiment être intéressant. Je vais aller mettre les vidéos sur mon logiciel de montage, je vais les ranger parce que sinon on est encore là demain. Et je vous dis donc à bientôt. The great masters have left us the key. However, it is with